Amis, bonjour à tous. Merci pour votre patience. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques. Nous sommes de retour au bureau de la société Aeronova. Cette fois-ci, nous avons enfin avec nous le directeur technique de la société Aeronova, Fedor Konstantinov. Salut Fedor. Bonjour. Lors du dernier webinaire, qui a été bien accueilli par les participants, Fedor et son équipe, composée de chercheurs expérimentés, ont présenté un rapport lors d'une conférence scientifique et technique dédiée à Joukovski, un événement prestigieux. Pourrais-tu partager brièvement l'objectif de votre présence et participation là-bas et ce qui était intéressant ? Oui, c'était une très intéressante lecture scientifique et technique dédiée de manière significative à la mémoire du remarquable et talentueux scientifique et aviateur russe. Et cette année, ils ont ajouté une session sur l'aérostation. La session sur l'aérostation a été présentée par l'Académie des sciences de l'aviation et de l'aérostation. Et les membres de cette académie y ont présenté leur rapport. Il y avait même 2 sessions complètes. L'une était historique, dédiée à l'aérostation, et l'autre était scientifique et technique. Nous, en tant que société Aeronova, étions présents en tant qu'entreprise et aussi en tant qu'individu. Boris Anich, Dmitri Sergeyevitch, Vadim Vassilievitch, ils étaient là en tant que membres de cette académie. Oui, comme il y avait 3 avantages, ils ont décidé de présenter toute l'entreprise de cette manière dans son ensemble. Et j'ai également pris la parole là-bas, les lectures étaient globalement consacrées à l'aviation, ce qui se passe chez nous dans le pays en général. Il y avait des intervenants spécialisés dans les moteurs, les avions et les drones. C'était consacré à l'aviation. Oui, à l'aviation et à tout ce qui l'entoure, y compris les avancées technologiques et les innovations dans le domaine de l'aviation et de l'aéronautique. L'industrie aéronautique, la science aussi, du point de vue de l'aviation. Parmi les éléments utiles, il y avait un rapport d'un des adjoints de la Société unifiée de construction de moteurs qui expliquait où nous en sommes avec les moteurs pour nos avions nationaux MS-21 et Superjet. Ils effectuent actuellement des tests. C'était très intéressant à écouter. Oui, c'est une grande, disons, corporation. Ils ont également certainement parlé des technologies additives. Je ne me souviens pas du nom, mais il existe une association qui regroupe toute la base normative, technique et juridique qui se forme autour des technologies additives, et cela est très important. Et c'était vraiment amusant de voir, vraiment drôle et triste à la fois, que lors de ces lectures, il y a beaucoup de personnes âgées présentes et elles se sont simplement accrochées au mot additif parce que dans l'Union soviétique, ce terme signifiait une chose et maintenant, parce qu'il est revenu vers nous de l'anglais, il est utilisé actuellement uniquement pour désigner l'impression 3D. Et ils ne comprenaient pas ce qui se passait, demandant d'expliquer le terme additif. D'un côté, c'est attendrissant, de l'autre, c'est triste, en fait. En gros, Comment êtes-vous arrivé là-bas ? Avez-vous reçu des informations sur la tenue d'une telle réunion ? non, cela était connu depuis très longtemps. L'Académie des sciences de l'aviation et de l'aérostation, en collaboration avec d'autres experts, est l'organisatrice principale dans ce cas. La société Aeronova a été le sponsor de cet événement. Oui, en fait, il y avait plusieurs sponsors et nous étions également l'un d'eux. Il y avait des contributions assez modestes, à vrai dire, d'après ce que j'ai compris, pour l'organisation de tout ce processus, mais on nous a permis de mettre une bannière. C'est déjà pas mal. Nous déclarons une certaine notoriété dans ces cercles à propos de la Sibérie, certainement. Vous avez remarqué les résultats, les nouvelles publiées juste après ces lectures scientifiques et techniques. TASS a écrit sur Tchouikov, sur les dirigeables, même Rybakov. Oui, j'ai vu Rybakov, le dirigeable. Il parle déjà de cette nouvelle, une dérivée de la dérivée, et nous avons initié le remue-ménage avec nos rapports. Les sessions séparées ont commencé quand les aviateurs se sont dispersés dans leurs sessions et son aérostation a été divisée. Sous l'égide de l'Académie des sciences de l'aviation et de l'aérostation, ils se sont réunis dans la même salle de direction.
il y avait une série de rapports, tous de nature très technique. Il y avait un rapport de Yuri Viktorovitch Shcherbakov, un spécialiste de l'Institut d'aviation de Moscou. Il participe très activement et également de manière très active et efficace dans le domaine de l'aérostation à nos programmes stratosphériques. Et parallèlement, il dirige, en dehors des heures de cours, le département d'aérostation à l'Institut d'aviation de Moscou, et là, ses étudiants ont pris la parole. Ils ont présenté de nombreux rapports, principalement des calculs théoriques en physique et mathématiques liés aux dirigeables. L'un d'eux racontait sur le chargement sans atterrissage, comment il l'organiserait, sur le stationnement sans atterrissage, en gros, comment cela devrait être organisé. Il y avait même des filles qui ont pris la parole. En somme, Yuri Shcherbakov, respect à lui. La jeunesse agit. Oui, la jeunesse se mobilise. Il a sa propre vision de la façon dont la thématique des dirigeables devrait être organisée. En gros, il a résumé tout cela à la fin. Pour ainsi dire, il a rassemblé tous les rapports et a dit « Voici ma conception ». En somme, Avec de tels événements et en y participant, nous lançons une sorte de bouche à oreille. Oui, et DKBA était là, ainsi que quelques autres personnalités. Mais c'est Aira Novogo qui a pris la parole. Les présentations les plus marquantes étaient là. Ce n'était pas de la théorie, mais de la pratique. Vadim Vassilievitch, oui, a parlé de Nova 2, des progrès dans sa création, des étapes actuelles, et a un peu parlé de Nova 01. Nova 01 n'est pas considéré dans notre entreprise comme, en quelque sorte, dans un certain sens. Nous commençons à nouveau avec Nova 2, comme vous le savez déjà, il en a parlé un peu, puis Dimitri Sergeyevitch Khmel a parlé aussi longuement des aspects théoriques des calculs, mais tout cela a été soutenu par des calculs réels, des essais réels, des graphiques réels et des plans clairs pour la mise en œuvre des dirigeables hybrides en termes de création de portance, de dynamique et d'aérostatique. Pas nécessairement stratosphérique. J'ai parlé de nos succès dans la stratosphère, de nos accomplissements avec l'Université technique d'État de Moscou-Bauman et Yuri Shcherbakov. Yuri Shcherbakov est responsable de la théorie, Bauman pour la pratique. Nous avons en effet, pour ainsi dire, conjointement créé la direction, maîtrisé le processus technologique de fabrication. J'ai parlé de tout cela, de notre lancement qui a améri après avoir traversé de Moscou à travers la Yakoutie, le pôle Nord, jusqu'au-delà du Groenland. Il semble que la communauté des aéronautes ait été quelque peu revitalisée par le début d'une pratique réelle. Une théorie rare. Oui, en quelque sorte. Avant, il y avait une pratique, et d'ailleurs, le deuxième jour, il y avait des sessions de présentation. Le premier jour, je ne me souviens plus exactement, il y avait environ 8 présentations, ou peut-être 7, et le deuxième jour, encore environ 6, ou peut-être 7 aussi. En tout cas, le deuxième jour, Kulikov est intervenu, il dirigeait à l'époque une entreprise d'exploitation qui s'appelle AU30, précisément une entreprise d'exploitation. Elle exploitait. Oui, sa présentation était amusante, elle nous était directement dédiée, du genre « les gars, regardez, en gros ». Tout ce que nous avons accompli en exploitation ou porté notre attention. Il a dit que la conception d'un dirigeable représente un tiers des coûts, sa production représente le deuxième tiers des coûts. Et son exploitation au sol et la création d'une infrastructure pour l'exploitation, dit-il, ont représenté un tiers des coûts, tant en termes de travail que financiers. Donc, dit-il, on ne peut pas... il a raconté. Il a mis en lumière des points faibles, des points forts, non ? Oui, en général, oui, il a partagé son expérience, voilà, parce qu'il y a quand même une certaine pratique, oui, à l'horizon. Ça dessine. Oui, cela a enthousiasmé les gens, les nouvelles ont commencé à circuler. Génial. Y a-t-il eu de nouvelles rencontres intéressantes où toutes les personnes présentes étaient-elles déjà connues et s'étaient-elles déjà croisées ? D'ailleurs, le deuxième jour, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Notre session d'aéronautes, qui se tenait à l'Institut de l'aviation civile, de l'aviation, ici à Moscou, d'ailleurs pas loin de notre bureau, a été combinée le deuxième jour avec une autre. Là-bas, en gros, il y avait des spécialistes des drones,
Et Boris Anatolievitch n'a pas pu supporter cet événement. Je me suis arrangé avec le spécialiste des dirigeables, car notre bureau est à proximité. La salle est grande, on n'entend pas la moitié. Allons-y. En gros, 15 minutes plus tard, nous étions tous dans des taxis, nous sommes venus ici au bureau et la session a continué ici. Oui, il y avait beaucoup de personnes intéressantes et des docteurs en sciences dans le domaine, en l'occurrence de l'économie, de la logistique, de l'aérien, notamment des systèmes de transport, sur la connectivité de nos régions éloignées et autres. Le premier jour a été très intéressant, voici notre présentation, et le deuxième, quand nous sommes arrivés dans notre bureau, tout le monde était excité. Ils ont vu, beaucoup ont rencontré ici des amis, enfin comme de vieux amis. J'ai été touché par l'un des fonctionnaires de l'aviation qui est déjà passé de la pratique à la législation. Il a été le tout premier et unique pilote du tout premier dirigeable russe conçu par le célèbre ingénieur Alexandre Nikolaïevitch Kirillin sur son appareil révolutionnaire et innovant, l'aérostatique 01. Ce pilote exceptionnel est venu avec nous pour partager son expérience incroyable et inoubliable. Ici donc au bureau, et là il y a un peu d'agitation, d'organisation, je cours partout, j'installe tout le monde, je montre quelque chose, j'explique et je vois, il est déjà assis à le simulateur. J'en ai des frissons. Il est assis au simulateur, il vole et il dit « Alors ici, il faut réduire la sensibilité. Ici, il faut, ici, ça, ça. » Je me dis « Imaginez un instant, le tout premier pilote est confortablement assis chez nous et il est venu de lui-même. C'est un bon signe. » Il a dit « Les gars, jour et nuit, je suis disponible, faisons aéronave. » Dirigeable russe? Un centre d'aérostation, oui. En gros, il était aussi très impliqué. Il y avait beaucoup de gens intéressants, ce qui était très utile, et l'initiative de Boris Anatolievitch de les amener tous ici, c'était vraiment un coup de maître. En gros, c'était génial. Cela a renforcé notre cohésion et cela a montré que le travail est en cours et que nous avançons. C'était comme la cerise sur le gâteau. Il était déjà clair que tout se déroulait pratiquement, mais quand nous sommes venus ici, toutes les questions ont été levées. Et en général pour la couverture médiatique, car la communauté est assez restreinte, et on voit que le bruit médiatique sur Internet a vraiment commencé à se propager activement. On peut philosopher, réfléchir sur qui en est la cause, la raison, oui, mais il me semble que la part du lion des mérites nous revient ici aussi. Aujourd'hui, les journalistes cherchent en détail la source initiale du bruit, exactement et précisément, et ont appelé aujourd'hui. Oui, d'ailleurs. Ils disent de ne pas dire d'où. Ils cherchaient, oui, un dirigeable pour filmer. Ils nous ont trouvé. Y réfléchissons. D'accord, oui, bien. Bien Fédia, passons à la partie la plus intéressante. Tout le monde attend le lancement de notre premier dirigeable Nova 01. Parlons un peu de la façon dont se sont déroulés nos premiers essais au sol. Regarde, tu les appelles des essais au sol, c'est au sol. Mais nous avons vu le remplissage de gaz de l'enveloppe, l'ajustement des cadres, les tests de pression et autres. C'était des essais de réception et de livraison. C'est-à-dire qu'on nous a fabriqué l'enveloppe, fabriquée par Bekishev, qui s'occupe aussi de petits systèmes de distribution, et le fait encore aujourd'hui. Et nous l'avons choisi car il avait de l'expérience, il avait son propre matériau, car celui qui arrive prend du temps. Tout s'est aligné sur lui, et nous devions accepter l'enveloppe. Nous l'avons conçue. Tous les dessins et découpes sont les nôtres. Tout est fabriqué par lui. Et pour que nous puissions la récupérer, nous devions la remplir de gaz, vérifier étanchéité et solidité. Oui, il y avait un programme et une méthode sur plusieurs jours. Et en plus, les dimensions, les cadres, pour accrocher la structure de la gondole, sont-ils aux bonnes distances? Est-ce que tout cela correspond? Nous avons tout suspendu de manière conditionnelle, nous avons compris que tout correspondait, la solidité, l'étanchéité étaient en ordre, en place, et les essais de réception ont été effectués, et voilà, nous avons signé avec lui l'acte final de réception-transfert, c'est-à-dire quels étaient les essais. Il y a eu des essais de réception, en plus nous nous préparions,
Le système de gestion, à l'époque, j'avais des attentes naïves que nous aurions le temps de tout faire là-bas, mais nous n'avons pas réussi. Encore une fois, il n'y a eu qu'un ajustement mécanique. Aucune connexion réelle, pas de direction, pas de démarrage des moteurs. Tout cela ne s'est pas produit pour plusieurs raisons, bien sûr. Et tout cela se passe maintenant ici. Oui, cela continue encore. En fait, sur les 5 servomoteurs, un s'est déconnecté pour une raison quelconque et a dit « Je ne vais pas travailler ». Les servomoteurs prennent du temps à arriver, oui. Nous avons doucement abordé les raisons pour lesquelles nous ne volons toujours pas. Oui, en fait, la raison principale pour laquelle les délais sont repoussés est qu'il y a eu des complications imprévues. En général, la priorité numéro 1 est Nova 2, bien sûr. Et l'ensemble de l'équipe principale travaille avec une grande détermination et un dévouement sans faille pour que ce dirigeable soit assemblé à temps, de manière qualitative, en respectant les normes les plus élevées de qualité et de précision, et créé en temps voulu, sans aucun retard. Quant à Nova 01, elle est devenue facultative uniquement parce que les gars du système de gestion ont dit « Et si nous faisions un petit, nous, notre système de gestion plus rapidement ?» Nous nous sommes détournés, nous l'avons fait. Maintenant, le système de gestion est assemblé tardivement, parce que tout le monde est occupé avec Nova 2, pour Nova 0. 01 reçoit un peu moins d'attention et une partie des travaux mécaniques qui sont souvent négligés par d'autres. Tu vois, je le fais moi-même, oui, parce que tout le monde s'occupe des grands dirigeables, et moi j'aime aussi travailler de mes mains en prenant le temps de bien faire les choses. En gros, Joukovski nous a distraits. Les machines sont arrivées chez nous, un tour, une fraiseuse 5 axes et une machine à érosion. C'est Ruslan qui nous a distraits avec sa production, car nous avons d'abord reçu les machines à un endroit, les avons déchargées, puis transportées à l'usine. Cela a pris beaucoup de temps. Ensuite, il a fallu tout installer et assembler. Nous sommes en mise en service. Nous en avons lancé une pour la première fois aujourd'hui. Ressources détournées vers les machines, entre autres. De plus, oui, j'ai aussi un peu tardé, bien sûr, dans le choix du site pour les essais, ce qui a, disons, légèrement repoussé les délais. Nous étions sur le point d'acquérir un aérodrome. Je pensais que ce serait mieux que de le tester quelque part chez quelqu'un. Et peut-être que cela se passera de telle manière que nous l'acquérons certainement rapidement et que nous commencerons immédiatement à y voler. Au minimum, nous n'aurions pas eu à dégonfler le Nova 01 ou à le relâcher si cela avait été sur notre propre site. Oui, et ce serait plus simple avec toutes sortes d'autorisations, de planning, de passage, de permis, avec tout cela. Eh bien, en général, le tout premier envol du dirigeable sur notre propre terrain d'aviation aurait été plus symbolique, bien sûr, oui. Mais l'acquisition de cet aérodrome a malheureusement échoué. Probablement pour le mieux, comme on dit. Ce qui est à nous ne s'éloignera pas trop de nous, évidemment. Certainement, ce qui est à nous ne s'éloignera pas trop de nous. Nous avons convenu avec un autre aérodrome et nous avons obtenu l'accord pour les essais. Nous avons le hangar pour un mois entier. Nous avons visité. Les dimensions nous conviennent. Les accords pour les décollages ont été obtenus dans cet endroit précis, mais les délais ont simplement été repoussés de manière significative et prolongée. Pour résumer brièvement notre situation actuelle et complexe, nous avons été distraits à plusieurs reprises par divers facteurs imprévus, et j'ai aussi délibérément retardé dans l'espoir. Nous ne nous distrayons pas sans raison sur des tâches parallèles nécessaires qui sont menées en parallèle dans l'entreprise. Une tâche est justement Nova 2. Nous avons repris la majeure partie du travail. Tout est correct concernant la nacelle. Nous avions un accord précis et détaillé avec les sous-traitants concernant la nacelle. Il était en plusieurs étapes et dans le corps du contrat, il était immédiatement prévu qu'à partir d'une certaine étape, nous pourrions reprendre tout le travail à notre charge. Et cette étape est arrivée, et nous avons repris le travail, mais nous l'avons fait un peu plus tôt que prévu. Nous avions prévu de passer encore quelques étapes avec eux, mais nous avons été contraints de le faire ainsi, ce qui a changé nos plans initiaux. Nous avons dû nous occuper un peu plus de l'organisation des processus,
recruter de nouvelles personnes supplémentaires, les mettre au courant et les intégrer des affaires, leur assigner des tâches pour le futur proche. Heureusement, tout s'est bien passé, les personnes nécessaires ont été trouvées, le travail est déjà activement en cours. Cela a également pris un peu plus de temps. Selon moi, en étant ici, c'était dans une optique d'optimisation du budget. D'après ce que j'ai compris, il n'y a qu'une grosse somme demandée. Et cette série de tâches, nous pouvons en principe les accomplir. Avec toi, on ne part pas en reconnaissance. Quoi d'autre avons-nous exactement à ce moment? Quand précisément sont les essais, plus précisément? Dis-moi, quels sont nos derniers détails, par exemple, les points que nous avons discutés récemment? Sur quoi terminons-nous de travailler, en précisant les tâches en cours et les étapes finales? Et quand, en fait, partirons-nous? En réalité, pour être tout à fait honnête, nous mesurons, pour ainsi dire, le système de contrôle avec le dirigeable lui-même, simplement géométriquement. Littéralement, le fait qu'elle ait été assemblée sur la table et qu'elle fonctionnait, c'est merveilleux, mais comme la longueur des câbles, là, la fixation sur l'enveloppe, l'emballage de ces câbles sur l'enveloppe elle-même. C'est-à-dire qu'elle fonctionnait de manière compacte et maintenant, lorsque le système est dispersé, certains boîtiers ont dû être remplacés, certains supports ont dû être remplacés, une multitude de câbles à ressouder et en plus, ce désir de tout faire immédiatement en optique. C'est-à-dire qu'elle fonctionnait sur la table avec des signaux électriques. Maintenant, elle est faite avec des signaux optiques. En gros, nous procédons essentiellement à l'assemblage final du système de contrôle dans notre bureau. Nous sommes dans un hangar assemblant un grand dirigeable, le Nova 01 est petit. Nous l'assemblons directement dans notre salle de réunion. Tu publies quelques photos, non? J'enregistre. Certains problèmes esthétiques se posent aussi parfois. Les conseillers disent « ce n'est pas beau, il faut refaire ». Et en général, il me semble que les délais étaient assez ambitieux et il est en principe prévisible que certains détails émergeront, que je devrais apporter quelques corrections, donc. Pour moi, j'ai l'impression de vouloir tirer des conclusions plus dedans parce que je suis dans ce schéma un transmetteur, oui, mais je porte la responsabilité comme si c'était directement, de manière mentale. Ou bien le faire de manière plus flexible. En mai, nous volons, tout est prêt. Et tu as un peu mentionné que nous avons reçu un espace, un aérodrome. Nous n'allons pas voler à Kirzach? Nouvelle. Tout le monde a vu ce qui s'est passé à Kirzach, ce que nous avons attendu. Nous n'y sommes pas allés. Nous avons été épargnés, pour ainsi dire, en quelque sorte. Si personne n'a vu, cherchez sur Google ce qui s'est passé à Kirzach, des événements particulièrement tristes. Oui, nous ne volerons pas à Kirzach, mais comme tout le monde est encore en négociation, et certainement quand nous arriverons à ce terrain d'aviation particulier, Jenna enregistrera une vidéo et montrera l'aérodrome. Oui, nous avons convenu ici. En parallèle, ou plutôt pas en parallèle, tu as également mentionné que nous avons maintenant des machines. Peut-être pourrions-nous brièvement expliquer quel type de tâches elles accompliront dans l'entreprise? Pourquoi ont-elles été acquises, en principe? Pour le métal, oui, c'est une très grande tâche, énorme, exactement. Dans cette même nacelle, tu as une multitude de fixations mécaniques, de verrous, de supports, de coins, d'éléments de cadre en quantité pas très grande. Il y a une grande liste. Fabriquer et détourner une production qui est en train de produire en série pour fabriquer 1 ou 2 pièces, ce n'était pas vraiment souhaité. En général, nous prévoyons en fait généralement pas mal de travaux sur le métal. Nous avons également installé une grande fraiseuse à portique pour la fabrication de matrices. Actuellement, nous sommes à l'étape de la modélisation. En ce moment, Ruslan est en train de configurer les machines en parallèle. Plus précisément, la mise en service est déjà en cours, elles sont déjà installées. En parallèle, le modèle Nova 2 est en cours de production. C'est juste un modèle ergonomique. Nous allons entrer, nous asseoir, inviter les pilotes, et ils approuveront qu'il est possible d'y entrer. Les portes sont certainement du bon côté et le tableau de bord est clairement visible.
Il ne bloque rien, bien sûr. Lors de l'embarquement, ce sera confortable. Ce modèle est appelé à la commission. Il n'y aura pas seulement des pilotes. Nous présenterons nos plans à la commission. La commission doit dire « Oui, selon toutes les normes, il est conforme. Les pilotes sont à l'aise, construisez la nacelle. » Même ce modèle particulier, disons comme il s'agit d'un grand portique, aide déjà à travailler car les modèles sont grands en eux-mêmes et les matrices elles seront ensuite créées sur cet équipement, en fait également. Sur le portique, les matrices sont fraisées, les produits sont collés selon les matrices, les panneaux sont habillés, tant extérieur qu'intérieur, de cabine. Nous avons choisi de fabriquer le cadre de puissance en tube d'aluminium car il est plus simple et plus rapide à calculer. Pour que les produits soient autorisés à voler, nous devrons fournir son schéma structurel et de puissance conforme aux normes ainsi qu'à des calculs clairs. Tout doit être conforme aux normes afin qu'il puisse supporter certaines surcharges directes, obliques, de toutes sortes. Et tu dois prouver par calcul que c'est précisément ce schéma structurel et de puissance, et il est facile de calculer les tubes en aluminium, tandis que le composite intégral est beaucoup plus complexe, cela prend simplement du temps. Puisque nous ne visons pas à créer un seul dirigeable parfait, à notre avis, nous devons simplement, en fin de compte, évoluer très rapidement vers des modèles plus grands en réalité. Évidemment, bien sûr, nous prenons les chemins les plus directs et simples et nous les suivons attentivement, donc c'est ainsi exactement que nous procédons avec elles, parfaitement. Les machines auront une multitude de diverses tâches. De plus, en effet, le même système de propulsion qui sera utilisé dans le Nova 8 est presque entièrement développé actuellement, et la documentation nécessaire pour la production est déjà en train de se former. Et sur ces machines, leur tâche principale sera justement la production du système de propulsion. En résumé, pour le Nova 01, nous terminons actuellement les travaux d'assemblage technique qui incluent des étapes cruciales et complexes, avec le système de contrôle sophistiqué et avancé. En mai, bien que nous n'ayons pas encore de date précise, nous prévoyons déjà de voler activement en espérant que toutes les conditions soient réunies pour un lancement réussi et sécurisé. Nous avons des dates précises, mais pour vous, sans date précise. Si c'est le cas, pendant les premiers jours fériés de mai, nos gens se reposent, et pendant les seconds jours fériés de mai, nous nous consacrons au travail. Peut-être que tout le monde ne se repose pas vraiment. Lors des premiers, oui, tout le monde ne se repose pas. D'accord. Je propose alors de passer doucement aux questions. Si nous en avons, peut-être un peu plus de temps pour réfléchir. Je pense que nous avons couvert les principales nouvelles, alors donnez-moi juste une minute. Je vais voir ce que nous avons. Un moment. Et quand le terrain d'aviation a échoué, c'est vraiment très triste. Tous les accords étaient déjà en place. Alors il y a une question ici. Bonjour à vous et à tous. J'ai entendu la nouvelle qu'il y aura un test de lancement cette semaine. Quel appareil et quand sera-t-il lancé? Eh bien, nous avons déjà partiellement répondu à cette question. L'appareil qui sera lancé est le Nova 01 d'une taille de 130 mètres cubes. Notre premier appareil qui sera testé. Passons donc directement au second. Y a-t-il des idées sur la façon de réduire les coûts d'exploitation? C'est la question. Y a-t-il des idées légèrement? Y a-t-il des idées? Oui. Eh bien, naturellement, il y a des idées. Oui, produis des produits de qualité, fais-les de préférence sans pilote, et les coûts d'exploitation seront réduits. Et cela sera déjà examiné et des décisions seront prises. En augmentant les intervalles de maintenance et intégrant des solutions. La même installation de puissance a une plus grande durée de vie et a été choisie pour cela. Les systèmes de transport sans pilote permettent une économie de moitié, je crois, mais il faut vérifier avec Boris. En général, il y a un calcul économique pour le fonctionnement d'un dirigeable de transport qui transporte beaucoup de marchandises sur des milliers de kilomètres.
des dizaines, des centaines de tonnes. Et s'il y a un équipage, cela signifie qu'il y a un certain nombre de personnes qui travaillent par roulement. Et tout le monde suppose dès le départ que c'est ainsi. Et cela signifie que la conception de la nacelle implique la présence de passagers et de systèmes de soutien, ce qui inclut les salaires, les assurances et une multitude d'autres coûts associés. Mais si le dirigeable est sans pilote, il est en général beaucoup moins cher. Pour une raison évidente. Oui. Et alors ici, au moins pour moi, la question n'est pas entièrement claire. Pourquoi le pilote plaide pour une réduction de la manœuvrabilité? La sensibilité. En gros, il y a des commandes sur le simulateur et il disait ceci. Si je tourne ce levier à un petit angle et que le dirigeable tourne fortement, alors il faut réduire la sensibilité pour que, au contraire, le contrôle soit plus précis. Donc c'était une question de sensibilité. Eh bien, il a fait beaucoup de remarques. Indeed, oui, c'était juste un moment très émouvant, a very remarkable and... Alors, la constellation en orbite basse, que fait-on pour réaliser le plan? Beaucoup de choses sont en cours d'ailleurs. Les nouvelles de là-bas sont bonnes. Dans ce domaine, après notre lancement qui a été largement médiatisé, nous n'avons pas du tout arrêté le travail. Actuellement, nous préparons une série, voire une grande série de lancements suivants. Et dans le cadre de ces lancements, en effet, la production de ces enveloppes à haute pression de surpression, que nous avons convenu d'appeler BID, est actuellement en cours. Les charges utiles sont en cours de perfectionnement. Les charges utiles sont fabriquées pour être à usage unique, réutilisable, modulaire. Une petite nouvelle enveloppe a été fabriquée avec elle. Récemment, il a été récemment publié que de nombreuses choses ont été minutieusement testées sur cette enveloppe spécifique, le système d'arrêt de vol ainsi que le système de lancement. Sortir cette même sphère du hangar, c'est une tâche montrée dans la vidéo. Peut-être l'avez-vous vue, ou peut-être la verrez-vous bientôt. Après tout, un film documentaire sortira, tôt ou tard. Volodia n'a pas entendu. Les gens l'ont porté à la main, comme il y a 100 ans, les dirigeables. Pendant tout ce temps, une remorque était en cours de développement, et nous n'avons pas testé la remorque lors de notre lancement pour ne pas introduire de variables supplémentaires dans le lancement. Mais après le lancement, une petite enveloppe fabriquée, et cette remorque détachée cette enveloppe à plusieurs reprises, ramenée plusieurs fois, nous avons fixé là une partie de ce qui est bon et utile, qui pourra être modifié. En gros, à Bomanka, il y a eu aussi des changements qui sont assez sérieux. Nous avons parlé du fait que nous avons commencé à travailler avec eux. Le centre d'ingénierie du système stratosphérique n'existait pas encore. Maintenant, il existe. Et quand Arkady était ici, dans notre studio, il était juste en train de naître. Tout récemment, nous étions à Bomanka, et là-bas, tout est déjà sérieux. Ils ont déménagé dans de nouveaux locaux, embauché un nombre suffisant de personnes. Donc notre évolution dans la stratosphère va progresser à pas de géant. C'est-à-dire que l'Institut de Bomanka a vu que les gars, avec notre aide, lançaient de manière proactive de tels appareils stratosphériques et ont vu un potentiel là-dedans. Oui, tout était déjà préparé ainsi. Et ils ont ouvert tout un département séparément, un centre d'ingénierie, Oui, c'est une structure quasi commerciale. Le département est éducatif, tandis que celui-ci est quasi commercial. En fait, c'est essentiellement commercial. Il doit réaliser des recherches approfondies et des développements scientifiques pour le compte de clients payants. D'accord, très bien. Passons alors à la question suivante. Comment les coutures de l'enveloppe sont-elles étanchéifiées? Quelle méthode est utilisée? Collage ou vulcanisation ou autre? Cela dépend de l'enveloppe. Bien sûr, et évidemment, si c'est l'enveloppe d'un dirigeable, c'est une soudure à haute fréquence. Un processus complexe et délicat. Peut-on considérer cela comme un processus de vulcanisation? Si c'est pour l'enveloppe d'un statostat, certainement, c'est tout à fait différent. En général, on colle et on soude. Je n'ai pas entendu parler de vulcanisation, mais les technologies sont globalement maîtrisées. Avant de créer l'enveloppe, selon la méthode, on réalise d'abord
une petite section de joint soudé ou collé, qui est ensuite placée dans un équipement spécifique pour vérifier l'étanchéité. Si le joint est étanche et qu'il n'y a pas de fuite, l'enveloppe est ensuite assemblée complètement. Elle est gonflée à l'air et acceptée. Principalement la soudure. Soudure de l'enveloppe, soudure par chaleur et pression. Soudure à haute fréquence. La haute fréquence est meilleure, le joint est plus fiable, l'étanchéité est meilleure. La chaleur et la pression, c'est à l'ancienne, mais ça fonctionne aussi. Coller, mais il vaut mieux ne rien coller. Mais il y a des endroits qui, d'ailleurs, même après la soudure, par exemple, des nœuds particulièrement critiques, où 3 ou plusieurs joints se rejoignent en un point, là, oui, on peut coller, on met un patch spécial par-dessus, tout selon la technologie. Pour l'étanchéité, donc des solutions combinées existent. D'ailleurs, lors d'une des réunions de travail chez Aeronova, les ingénieurs, avec Fedor, réfléchissaient en effet à la meilleure façon de détecter les fuites dans la coque, dans l'enveloppe du dirigeable. Il y avait différents exemples, des solutions. Ce serait intéressant d'entendre vos idées à ce sujet, peut-être entendrons-nous quelque chose de nouveau, et peut-être que cette solution sera adoptée dans l'utilisation par la société Aeronova. Oui, comme le dit Boris Alexandrovitch, renifler ne nous convient pas. C'est-à-dire qu'il existe des appareils de détection de fuite qui ont une petite zone de détection. Ils peuvent détecter à l'aide d'ultrasons ou d'autres méthodes. La capacité thermique, par exemple, est mesurée lorsque l'hélium entre. Il a des caractéristiques complètement différentes, mais une petite zone. Par exemple, la zone peut être augmentée à l'aide du même ultrason. Il y a des écrans spéciaux, mais cela revient à ajuster à la taille souhaitée du dirigeable. Oui, donc les haut-parleurs à ultrasons, cela fait que le jet siffle, mais nous le faisons. Nous ne pouvons pas l'entendre. Les appareils l'entendent. Et en théorie, il peut détecter. Pour l'instant, en ce qui concerne les ultrasons, c'est l'une des méthodes probables, oui, des méthodes réelles les plus probables. Mais par exemple, un dirigeable qui soulèvera 40 tonnes, le stade de levage à Moscou, le stade Dynamo. Si vous le regardez de face, il est assez large. Mais si vous le regardez de côté, c'est le corps du dirigeable Sarkotonica. Vous vous tenez devant ce stade, regardez, et vous vous demandez comment l'explorer. Il y a beaucoup d'idées différentes, abaisser un filet avec des capteurs dessus, qui le couvrira de cette manière. Mais quelle taille pour ce filet? Quelle est la complexité de cela? Je propose de faire comme une arche de détection de métaux pour qu'il puisse passer à travers, ou s'amarrer, ou entrer dans un hangar. À l'entrée du hangar, on peut par exemple installer une arche et elle le scanne. Dans tous les cas, écrivez vos solutions. Peut-être avez-vous une idée géniale à laquelle nous n'avons même pas pensé. Ce serait formidable. Nous vous ferons un super cadeau. Prochaine question. Chers amis et chers collègues, bonsoir. Comment se passe l'interaction dynamique des nouveaux investisseurs lors du passage à la première étape de financement? Nous avons cette information, Fedor. Pavel dit que nous battons tous les records. Nous battons absolument tous les records. C'est vraiment excellent. Le projet intéresse clairement énormément les gens. Du moins avec les personnes avec qui je discute. Je vois un intérêt fou dans ce domaine, donc je n'ai absolument aucun doute. Question. Est-ce que la compagnie Aeroflot ne pourrait pas soudainement commencer ses propres développements et, grâce à ses ressources, dépasser et écraser le nouveau projet émergent Aeronova? Aeroflot, assez propre, je voulais dire, problèmes en abondance, des tâches en abondance, mais Aeroflot ne semble pas s'occuper de cela, c'est une compagnie de transport, ce ne sont pas des développeurs. Nous avons les meilleurs ingénieurs. Que tout le monde se lance dans la course, ça ne nous dérange pas. Une concurrence saine ne fait jamais de mal. Le prochain dirigeable de nouvelle génération est-il censé être certainement une sorte de réplique de l'échec de l'Airlander? C'est une question de savoir exactement où doit être l'accent sémantique. Il est apparemment déjà prévu, parlez-nous de cela. Ou bien il y a l'Airlander qui est tout à fait réussi. Peut-être que nous aurons quelque chose de similaire. Je pense qu'il s'agit ici de...
des photos et vidéos que le modèle a faites, Dmitri Sergueïevitch, ou certaines. Une version hybride de forme tout à fait standard. C'est un hybride. C'est justement cette version hybride que Dmitri Sergueïevitch promeut activement, teste en soufflerie et défend sa création. Ce n'est un secret pour personne que oui, il existe des formes différentes des classiques qui améliorent sa qualité aérodynamique, réduisent la résistance frontale et permettent de soulever plus de charges avec une force aérodynamique supplémentaire tout en ayant un volume moindre. Tout cela est connu. La forme de l'Airlander est-elle idéale? Loin d'être idéale. Pourquoi l'ont-ils choisi? Mais ils avaient sûrement des explications, probablement liées au processus de création de l'enveloppe elle-même. Parce que l'enveloppe est souple, et tout volume que vous essayez de gonfler, quelle que soit sa forme, carré ou triangulaire, tendra à devenir sphérique ou cylindrique si c'est quelque chose de allongé. En effet, par exemple, certainement. Il aurait été plus facile de faire ainsi. Dmitri Sergueïevitch a certainement le désir de fabriquer de telles choses. Tout le monde comprend, en effet, que l'avenir leur appartient probablement. Mais il faut absolument prendre en compte qu'un tel corps aérodynamique est certainement un dirigeable rigide, car essayer de gonfler un ballon carré est vraiment impossible. C'est vraiment stupide en général. Mais les esprits curieux et les exécutants talentueux comptent tout de même, certainement, et très souvent vraiment, d'essayer de fabriquer une telle enveloppe souple, petite, au format Nova 01, afin de réaliser des essais dynamiques en conditions réelles, de relever toutes ces caractéristiques et simplement de valider la théorie. Que oui, selon les calculs, notre modèle calculé a été vérifié en pratique, même avec une certaine approximation, car elle est souple, la forme n'est pas complètement correcte. En général, et à l'avenir, réfléchir à comment construire de tels grands appareils rigides. Dmitri Sergueïevitch se dirige précisément dans cette direction. Tout le monde comprend bien que l'avenir appartient à de tels appareils rigides. Il est impossible de créer des appareils souples, aussi grands et sérieux. On peut essayer de faire un petit. Pourquoi pas? Eh bien, je comprends qu'on a comparé avec le Airlander parce que, Système multiballon. oui, il a une certaine ressemblance visuelle. Alors, prochaine question. Aeroflot va juste regarder de côté. Aeroflot sera ravi de transporter marchandises et passagers sur des dirigeables. Qu'ils achèteront certainement chez nous, n'est-ce pas? Aeroflot. Une entreprise d'exploitation? Eh bien, je n'ai pas étudié Aeroflot en profondeur, mais elle a été construite comme une entreprise de transport, pas comme un développeur ni un fabricant. Alors, prochaine question donc. Avons-nous de grands concurrents sérieux? En Russie, y a-t-il quelqu'un d'autre qui travaille actuellement sur les dirigeables? Bien que les questions ne concernent pas spécifiquement la Russie ici. Non, il n'y a pas de concurrents. Tous les aéronautes sont des frères. De toute façon, pour que l'industrie elle-même démarre, il faut une participation active des dirigeables dans le ciel. Et plus il y en aura, pas nécessairement de notre entreprise, mieux ce sera pour notre entreprise, et non pire. Du point de vue du climat financier, de la concurrence, si dans un pays apparaissent plusieurs entreprises suffisamment fortes, oui, il peut y avoir un conflit d'intérêts en termes d'attraction de financement. L'État peut choisir quelqu'un ou autre, mais en général, plus il y en a, mieux c'est en fait. Les Chinois sont sérieux. Ils sont probablement les plus sérieux pour l'instant parmi tous. Les Américains reprennent maintenant, mais en direction de la stratosphère, ils sont également sérieux. Les Chinois d'ailleurs ont aussi fait de très bonnes avancées dans la stratosphère, un de leurs instituts bien connus, mais c'est un programme entièrement fermé. La Chine, oui, l'Amérique, oui, et la Russie doit aussi. En Russie, nous sommes les premiers et probablement les seuls récemment, à notre connaissance, à nous développer activement dans cette direction. Qui ont quitté le point mort et continuent encore d'avancer.
Alors, continuons. Où avez-vous exactement installé les machines? Y a-t-il déjà un site de production, précisément? Il y en avait déjà un, oui, et il y avait des équipements de machines là-bas. Nous avons simplement élargi le parc. Ou, je ne peux pas dire, désolé, Liubertsi. Cherchez là-bas. Alors, les préparatifs étaient certainement prévus à Kirjach. Et maintenant, où sera lancée la Nova 01? Peut-être. Nous avons abordé cela. Viendront, vous raconteront là-bas. Alors, voici une question d'une personne qui apparemment ne suit pas activement les activités de l'entreprise, demande où est Kirilin, qui est en fait le visionnaire exceptionnel déterminant l'apparence technique des futurs appareils, pas stratosphériques. Il est très souvent extrêmement difficile de répondre par une phrase qui soit à la fois concise et percutante, sans pour autant risquer de blesser les sentiments profonds des croyants. Bien, Kirilin est mort. Kirill, un homme courageux et résilient, est mort tragiquement. Il y a déjà assez longtemps, il a succombé à une maladie prolongée, une lutte qu'il menait avec détermination depuis de nombreuses années. Malheureusement, la phase active de cette maladie a commencé tout récemment, rendant sa bataille encore plus difficile. Quant aux visionnaires, je voulais dire que les lois de la physique, ou plutôt je voulais d'abord dire les lois divines, sont en réalité les lois de la physique et les exigences du marché dans l'ensemble, et cela est crucial. Les instituts spécialisés qui s'occupent des problèmes complexes de logistique et d'économie des vols aériens déterminent calmement et méthodiquement la distance parcourue, le format spécifique de la charge, ainsi que le poids total de ses portées, en tenant compte de divers facteurs influents. Ensuite, bien sûr, les lois de la physique, de l'aérodynamique sont connues, celles d'Archimède aussi. Tu fabriques un dirigeable ascétique, capable de soulever, de transporter, et également très efficacement. Nous réalisons dans notre réalité ce qui fonctionnait, existait il y a 100 ans, simplement à un niveau technologique moderne et nouveau. Avec l'aide de nouveaux matériaux, d'ordinateurs, etc., il n'y a en fait pas grand-chose à visionner ici. Eh bien, il y a une équipe d'ingénieurs qui a travaillé avec eux. Oui, si une voiture roule de manière stable sur 4 roues, sur un visionnaire 3 roues ou 5, c'est possible, mais pourquoi faire? Peut-être. Alors, la question suivante. Cela sonnerait aussi bien, je suppose que c'est à propos du nom de l'entreprise Aeronova Flow, sonnerait aussi bien, est-ce possible? Je pense que le nom de l'entreprise est déjà approuvé pour vous. Le nom de l'entreprise est approuvé, mais c'est comme la société mère, et les filiales auront probablement toutes sortes de préfixes. Donc, il n'est pas exclu qu'une des compagnies de transport soit Aeronova Flow. C'est possible. Ou Cargo. Donc c'est possible. Question suivante. Quelle capacité de charge est prévue pour le dirigeable Nova 01? Eh bien, théoriquement, pour l'instant, nous avons en fait un seul chiffre. Je vais juste, oui, vraiment dire maintenant. Puis ils diront à ce sujet. Bref, allons-y. Faisons une fourchette. Je peux dire que Vadim Zubkevich, un expert reconnu dans son domaine, est extrêmement prudent et méticuleux lorsqu'il donne des chiffres et des données. Et lorsque la poussée de moteurs spécifiques, soigneusement sélectionnée, avec des hélices spécifiques, également choisies avec précision, a été prise en compte, elle se situait dans une certaine plage prédéfinie et attendue. Lorsque nous avons maintenant installé ces moteurs sur le banc d'essai et testé la poussée, elle s'est avérée être beaucoup plus haute, et il est probable que la capacité de charge sera plus grande, mais cela dépend du rapport de poids. En gros, en théorie de 20 à 50. Bien que 50, c'est, je le dis déjà, pour ainsi dire, une estimation personnelle. Vadim dit jusqu'à 20. Je dis de 20, alors jusqu'à 50. Parce qu'on peut certainement porter une partie sur le fuselage, simplement en modifiant légèrement le programme de vol, en changeant légèrement l'angle d'attaque. On perdra de la vitesse, mais on pourra porter le poids. En fait, il suffit d'augmenter le pourcentage d'hybridité. Voyons ce que cela donnera. Je rappelle encore une fois que le Nova 01 dans sa version actuelle n'est pas optimal pour sa taille.
Il est actuellement conçu pour reproduire exactement le dirigeable Nova 2. C'est sa forme, la position des hélices, la taille des hélices, la poussée créée pour une telle résistance frontale. Tout copie avec précision et quelque peu précisément la dynamique du Nova 2 pour entraîner le système de contrôle du futur dirigeable afin de réduire le travail avec celui-ci. Dès que nous aurons collecté toutes les caractéristiques dynamiques, spécifiques et supplémentaires de cette version actuelle du Nova 01, il ne sera plus utilisé dans cette version, il sera remanié. Sur cette enveloppe, si nous ne la détruisons pas, bien sûr, nous remplacerons la nacelle, nous remplacerons beaucoup de choses et nous la rendrons optimale. Alors elle portera précisément la charge qu'elle pourra transporter commercialement et elle aura l'apparence finale qu'elle doit avoir, pas autrement. C'est une copie dynamique du dirigeable Nova 2. Un dirigeable de cette taille, avec un volume de 130 mètres cubes, devrait être capable de transporter environ 50 kg sans problème pendant des jours, au moins un jour entier. Je pense que c'est un excellent indicateur pour un si petit dirigeable. 130 mètres cubes, 50 kilos, même si c'est seulement 20. Même si c'est 20 pour la surveillance ou la publicité. Mais encore une fois, c'est tout un désir, nous avons un petit dirigeable, alors utilisons-le quelque part. Quelque part. Il y a ceux qui croient que seul un très grand dirigeable est économiquement viable. Et il y a ceux qui pensent qu'un petit peut aussi être utile. D'accord, utilisez-le, nous le rendrons aussi efficace que possible. Tout ce qui peut être extrait des capacités d'ingénierie et des lois de la physique sera fait. Il y a un intérêt considérable pour cela, notamment dans le domaine de la science et de la technologie. Voyons exactement en pratique ce que cela donnera. Super. J'attends avec impatience. Alors, avez-vous rencontré un représentant de ODK? Ont-ils des moteurs d'aviation pour les dirigeables ou non? Non, je vais expliquer en détail. Les moteurs d'aviation, qui sont des composants essentiels des avions modernes, sont généralement conçus et fabriqués pour fonctionner de manière optimale aux vitesses spécifiques auxquelles se déplacent les appareils volants, naturellement. Cela signifie qu'ils sont adaptés pour supporter les conditions aérodynamiques. Et actuellement, peu de choses se déplacent à la vitesse d'un dirigeable, tout se déplace beaucoup plus vite. Plus le flux d'air est important, plus la conception du moteur est différente. Un dirigeable a besoin de vitesses plus faibles, et donc il faut fabriquer des hélices à basse vitesse, fabriquer un moteur à basse vitesse. En quelque sorte, toutes les recherches existent, mais précisément comme ça, oui, voilà, elle est prête, prenez-la, utilisez-la, personne ne l'a. Soit une personnalisation assez sérieuse doit certainement avoir lieu, soit ou bien un développement à partir de zéro. Certains moteurs électriques conviennent, mais là, il faut justement finaliser l'installation hybride. Mais nous avons bien entendu de toute façon déjà des solutions que nous prévoyons d'appliquer à l'avenir sur nos dirigeables. Nous en avons ici, il s'agissait d'une question sur le moteur intégré de construction. D'accord. Bien, continuons. Eh bien, alors, les actions à la bourse de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, c'est pour quand, vous savez? C'est une question vraiment très anticipée, il me semble, en fait. Demandez cela à Pavel Filipov, et je vote pour que ce soit le plus tôt possible, car tant que l'entreprise se développe, dynamique, enfin, tant que, à mon avis, je pense que ceci est important. L'entreprise n'a pas encore beaucoup grandi, c'est précisément à partir de ce point qu'il y a une grande croissance, et ensuite, probablement, le rythme de croissance. Il me semble que, dans tous les cas, il faut au moins rassembler la somme nécessaire initialement pour... Bon, d'accord, je pense que c'est déjà un autre sujet de webinaire. Invitez Pavel Filipov à ce webinaire. Alors j'ai vu des photos de coques stratosphériques sur VK. Quels sont les progrès dans ce domaine? C'est probablement à propos du dernier post que nous avons publié. La coque est de 500. Eh bien, ce sont des coques techniques, en fait, oui, principalement pour des tests rapides, légers et efficaces. Les lancements auront lieu bientôt pour les utilisateurs. Nous inviterons probablement Arkady, probablement à notre réunion ou à notre événement, car le rythme de l'évolution a changé. Il y a beaucoup de choses intéressantes à raconter. Il y a beaucoup de succès. Tout est lié précisément aux solutions d'ingénierie.
à la complexification et complexification de la sonde stratosphérique, la précision des modèles mathématiques, la performance du système a été significativement améliorée grâce à des efforts continus et des innovations technologiques. De plus, certaines conceptions de contrôlabilité ont été soigneusement retravaillées pour assurer une meilleure efficacité. Les prochains lancements viseront précisément à identifier et à valider ce concept de maintien de l'altitude avec précision. Pour la stratosphère, parlons-en plus en détail séparément, à un moment ultérieur. Eh bien, ici, il y a déjà beaucoup de questions. Le vortex polaire s'est dissipé. Quand allez-vous lancer les sondes stratosphériques? Oui, on peut certainement les lancer tous les jours, même demain, absolument. Le vortex polaire n'est pas nécessaire. Au contraire, le temps est en ce moment précis, particulièrement favorable dans la stratosphère pour tester nos sondes stratosphériques, car maintenant les vents stratosphériques se déplacent d'ouest en est à une vitesse très faible, ce qui est idéal pour nos tests et nous pouvons prévoir. Quand il y avait le vortex, nous pouvions le lancer et il passait au-dessus des territoires d'autres pays et il revenait presque chez nous en environ 3 jours et demi. Mais ici, nous pouvons vraiment, certainement, le lancer. Il volera longtemps au-dessus de notre territoire et nous pouvons tout tester, le détacher, récupérer la charge utile, sans nous soucier qu'il passe de l'autre côté ou que nous ne puissions pas récupérer la charge utile. Donc, c'est un avantage pour nous. Maintenant, le tourbillon, il est à nouveau polaire, mais cette fois-ci pas du nord, mais du sud. Maintenant, il tourne depuis le sud. Il y a l'idée de réussir cet été à se lancer dans le tourbillon équatorial stratosphérique. Depuis un côté africain équatorial, ce serait aussi bien. Voyons. Ce serait intéressant d'avoir ces données au-dessus de l'équateur, c'est complètement différent. Les données, l'expérience, j'aimerais bien, oui, en obtenir de telles. D'ailleurs, oui, à propos des données sur le rayonnement infrarouge, c'est très intéressant. Hiver, été, eau, terre, différentes altitudes, nuageux, non nuageux. Ici l'expérience, seulement l'expérience, lancer de plus en plus et affiner les modèles. Équatorial, un véritable tour du monde complet. Le vortex avait bougé du pôle et que nous ne pouvions pas. Si on y va et qu'on endure cela, ce sera vraiment très un record sérieux et important, il me semble vraiment. Eh bien pour nous, c'est certain, oui. Faisons-le maintenant. Alors, peut-on affirmer que les sondes stratosphériques, en tant que plateforme, sont établies pour différentes charges utiles, pour divers clients? Tout est déjà au point? On peut affirmer avec certitude que nous avons certainement maîtrisé la technologie de fabrication des enveloppes porteuses pour l'instant jusqu'à 2000 mètres cubes, voilà. Actuellement petite de 500 mètres cubes, mais le processus technique a été perfectionné au point que, à partir de ce même film fin, lors des essais en usine des premières enveloppes, que nous n'avons pas montré à l'antenne, c'est-à-dire que notre enveloppe avec une pression proche de zéro, même là les coutures se sont ouvertes à cause de certaines fluctuations du vent et pour d'autres raisons. C'était globalement triste. Maintenant, à partir de ce même film sur le même équipement, simplement en ajustant les modes, le processus technique, la responsabilité, la préparation, etc., on a réussi à fabriquer une petite enveloppe qui supporte 2 kPa. C'est-à-dire qu'il y avait une pression nulle, et ici l'enveloppe elle-même a supporté 2 kPa. C'est très énorme. Nous avons maîtrisé le processus technique de fabrication de ces enveloppes. Nous avons maîtrisé le processus technique de fabrication des enveloppes à haute pression, des ballasts et de nombreux petits éléments également qui composent tout jusqu'à la préparation au lancement et le lancement lui-même. Lancement. Nous avons suffisamment progressé dans notre projet en surmontant de nombreux défis et obstacles pour pouvoir, oui, aller avec une grande confiance vers le client et qu'il nous regarde avec admiration et dise « Ces gars-là vont vraiment faire un super travail, je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà. » Pour la prochaine question, nous aimerions savoir quel aérodrome vous avez l'intention d'acheter. Il est de petite taille. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser exactement de quel objet ou personne vous parlez? Ici, probablement, à propos des exigences minimales qui pour nous... Civil, aviation, oui. Nous cherchons s'il y en a, pour que les documents soient en ordre. En réalité, ce qui nous préoccupe principalement, c'est sa taille
qu'il soit aussi plat que possible et sans rivières, collines et autres éléments, car généralement un aérodrome est conçu soit pour un avion, soit pour un hélicoptère. C'est une bande étroite et plate, on approche d'un côté. Nous devons accéder à 360 degrés au champ de vol. Le champ de vol doit être grand pour un dirigeable si nous prévoyons de construire et de tester de grands dirigeables. Les exigences sont géodes. D'accord. Quelles seront les dimensions du hangar pour le nouveau Nova 35 et quelle sera sa structure, c'est-à-dire gonflable ou permanente? Le nouveau Nova 35, un projet ambitieux et innovant, sera certainement permanent. Sa taille impressionnante sera d'environ 160 mètres de long, probablement jusqu'à 50 mètres de large et probablement aussi en hauteur. Ce sera une structure permanente et durable, conçue pour résister aux éléments et offrir une fonctionnalité optimale. Une structure naturelle avec une probabilité de 99% d'être une charpente métallique, avec une probabilité de 80% d'avoir des murs verticaux et un toit à 2 versants renforcés, quelque chose comme ça. C'est en ce qui concerne en particulier le nouveau Nova 35. Nous n'avons pas encore commencé la conception de ce hangar sérieux, nous en sommes encore au stade de la conception. Est-ce qu'un nouveau Nova 35 ou 2 nouveaux Nova 35 y sont construits? Non, il y a certainement 2 nouveaux Nova 35 en construction, mais en longueur, il pourrait être conçu de manière à ce qu'un autre Nova puisse y entrer. C'est probablement ainsi que cela se passera. Plus ou moins une dizaine de mètres, mais c'est la conception. La structure, bien sûr, est permanente. Nous ne voulons pas en faire une structure pneumatique, et cela n'a aucun sens, car c'est tout de même un atelier d'assemblage, pas un centre commercial. Et le dirigeable qui est rigide, il faut des ponts roulants et déplacer beaucoup d'équipements. Ici, il faut vraiment du solide. Et un plafond porteur. Et en continuant sur cette question, y aura-t-il assez de place sur l'aérodrome acheté pour de grands hangars pour des appareils de plus de 200 tonnes, mais c'est déjà autre chose. C'est exactement ce que nous envisageons. Avec une perspective de croissance future. Pour qu'au moins un engin de santé puisse s'y loger. Alors, quelle sera la motorisation ou les motorisations sur le Nova 35, ses paramètres, s'il y a de telles informations? Non, il faut appeler Vadim Zubkevich pour les informations. Pour l'instant, nous ne construisons activement que le cadre structurel du Nova 35. Il y aura de nombreuses installations hybrides réparties. Très probablement la même chose que sur le Nova 8, qui est un modèle avancé avec des caractéristiques innovantes. Il y aura, en bref, je ne vais pas anticiper, à partir de 300 kW par hélice de croisière, ce qui est une puissance considérable pour ce type d'appareil. Les hélices sur le fuselage jouent un rôle crucial dans la stabilité et l'efficacité de l'avion. Beaucoup. Bien, prochaine question. Actuellement, dans le monde, il y a un retour soudain à la construction de dirigeables. Vous suivez, demande-t-il, vous suivez l'évolution d'autres projets qui, je suppose, se développent dans cette direction. Il n'y en a pas en Russie. Il me semble que nous donnons partiellement le rythme. Ce n'est pas que nous suivons de près. Génial. Y a-t-il des entreprises ou bien des projets étrangers que vous connaissez? Oui, en Amérique, nos experts en dirigeables sont informés. En Europe, des experts existent. La Chine est connue. Tous les experts se connaissent et nos experts connaissent le monde. Donc nous connaissons tout le monde. Nous collaborons avec eux? Oui, nous échangeons activement. D'accord, bien. Et si on utilisait des carrières désaffectées à la place d'un aérodrome? C'est une idée. Pas souhaitable. Il y a une histoire selon laquelle, en survolant une carrière, même les avions subissent des pertes d'altitude. Et un dirigeable est plus sensible à de tels changements atmosphériques, donc ce n'est pas souhaitable, bien sûr. De plus, dans de tels endroits, il y a généralement une activité radioactive accrue dans certaines carrières.
Cela dépend de ce qui est extrait, dans beaucoup de cas, mais la radiation aussi. Ici, c'est plus une question de commodité d'exploitation, et c'est peu pratique. Alors, parlez-moi de l'installation de puissance, tout. Quels sont les dirigeables? Et pouvez-vous me donner des détails supplémentaires? De quel dirigeable en particulier parle-t-on? Il s'agit probablement d'un modèle hybride. Nous en parlerons, j'espère, très bientôt. Alors, est-ce que le Nova 01 peut faire une boucle de Nesterov? On m'a posé cette question d'ailleurs, en ton absence lors de ce webinaire. J'ai réfléchi, mais je ne sais pas. Qu'en dis-tu? Est-ce possible? Le Nova 01 dans le format actuel qui est créé comme une copie du Nova 2 ne pourra pas. Peut-être. C'est un fait. Mais quand nous le modifierons, nous essaierons. Si cette tâche est fixée, nous essaierons. Non, mais quand nous le modifierons pour un design optimal, il est tout à fait probable que cela fonctionne. Au moins, beaucoup ont déjà envie d'essayer. Comment prévoyez-vous exactement d'obtenir l'autorisation pour prendre l'air? L'autorisation a déjà été approuvée pour très bientôt. Donc, dans cette direction, il n'y a pas de problème majeur. Oui, de plus, notre premier dirigeable est tout de même sans pilote. Et tout se résume au fait que, en effet, en général, les propriétaires de drones connaissent déjà cette procédure. Certainement. Le fait est qu'en 2 clics sur Internet, on obtient les autorisations pour faire décoller un drone, il sera enregistré, mais de ce côté, on nous aide. De plus, il existe déjà une certaine législation. Récemment, des dirigeables survolaient même Moscou. Eh bien, récemment. Pour nous, c'était il y a longtemps, pour eux, c'est récent. Alors, la communication stratosphérique polaire est-elle saisonnière? Après tout, le vortex polaire s'est dissipé. Il existe plusieurs modèles pour établir la communication. Lorsque le vortex polaire est présent, c'est un modèle de maintien de la communication. Et lorsqu'il n'y a pas de vortex, les appareils peuvent presque rester statiques, c'est un autre modèle. Mais on peut communiquer de l'une ou l'autre manière. La taille de la constellation est la question. Intéressant. En fait, si le rouble se stabilise à 40 roubles pour $1, je pense personnellement que ceci signifie qu'il faudra certainement augmenter le montant pour le projet à plus de 100 millions de dollars, n'est-ce pas? C'est une question, oui, très certainement. Provocatrice. Non, ce n'est pas provocateur, c'est plus économique et politique. La question est ce qui arrivera au prix dans notre pays si le rouble se stabilise à 40 roubles pour $1 et si les prix du métal et de la charcuterie se stabiliseront ou non. La question reste ouverte, oui. En effet, alors la vitesse maximale d'un dirigeable. Eh bien, d'un dirigeable classique, combien peut-on atteindre? 80 km/h. Plus le dirigeable est grand, plus il peut voler vite. Ces performances augmentent de manière utile. Existe-t-il des faits documentés sur la vitesse maximale d'un dirigeable? Certainement. Eh bien, jusqu'à 100, ils volaient tous. Ils volaient vraiment. J'ai entendu dire que les dirigeables modernes peuvent même atteindre 150. C'est possible, mais c'est inutile. Car plus le dirigeable est grand, plus il vole vite. 100 km/h. S'il est petit, il est plus lent. S'il est grand, plus rapide. Mais si l'objectif est de construire un dirigeable rapide, cela se résout facilement. Le dirigeable est construit plus aérodynamique. Hybride. Oui, exactement. Et il s'élève à certaines altitudes où l'air est plus raréfié. Il peut y voler plus vite. Oui, la question est simplement de savoir si c'est l'objectif. C'est faisable. Et on peut les accélérer jusqu'à 300. Et le dirigeable stratosphérique est là à gauche. Voici notre sonde stratosphérique, qui était dans un courant circulaire, volait là-bas à des centaines de kilomètres par heure. Le maximum était 170. Et le courant stratosphérique lui-même s'accélère jusqu'à 300.
C'est une sphère libre qui vole. L'air est immobile autour d'elle, mais par rapport à la Terre, nous volons très vite. Oui, et il y a des courants assez rapides sur notre planète. Ils ne sont pas si hauts en réalité et ils sont tout à fait prévisibles. Tout comme le Gulf Stream existe dans l'eau, nous avons de tels courants sur notre planète et on peut y envoyer des dirigeables et utiliser la vitesse du courant, en ajoutant également sa propre vitesse. Et dans l'ensemble, oui, par rapport à l'air, tu ne voleras pas si vite, mais par rapport à la Terre, tu te déplaceras assez rapidement. De plus, il me semble que c'est de toi que j'ai appris cette information, qu'il existe aussi des couches de ces mêmes vents, de tourbillons, et si on donne à une sonde stratosphérique la possibilité de réguler l'altitude, on peut migrer à travers ces vents de cette manière. Oui, c'est une méthode de déplacement, précisément pour maintenir la zone du stratosphérique. Quant au dirigeable et à sa vitesse maximale, c'est par rapport au vent. Pour les formes classiques, c'est une centaine de kilomètres par heure, plus ou moins, selon la forme. Mais par rapport à la Terre, en tenant compte du vent, cela dépend principalement de la vitesse du vent selon l'altitude. En général, si la tâche est de faire vite, on peut le faire rapidement. D'accord. Prochaine question. Comment allez-vous protéger les moteurs électriques du dirigeable contre la foudre? Comme tous les autres moyens aériens sont protégés, les hélicoptères et les avions. Il n'y a rien à inventer, tous ces paratonnerres et protections contre la foudre existent déjà. Des méthodes connues. Oui, même s'ils n'ont pas de moteur électrique, il y a plus qu'assez de matériel électronique qui peut aussi être frappé par la foudre, mais il y a des moyens de protection qui l'évitent. Les ordinateurs de bord sont même plus délicats que les moteurs électriques, donc je ne vois pas de problème. Alors, si deux dirigeables se heurtent accidentellement dans les airs, quelles en sont les conséquences, comme deux ballons? Je l'imagine. Il faut modéliser bien sûr quelles en sont les conséquences, mais ce serait quelque chose comme la collision de deux navires en mer si l'un entre directement perpendiculairement dans l'autre, quelque chose se cassera sûrement. Mais si c'est sous certains angles tangents, alors ils se sont rencontrés. Ils se sont séparés doucement, mais cela dépend de leur rigidité. Il est tout à fait probable que... Certains éléments de la structure, en général, seront endommagés. Il est tout à fait probable que ce soient précisément les éléments de la structure qui doivent être endommagés. C'est comme une déformation contrôlée. Donc pourquoi faire une voiture qui s'écrase contre un mur? Parce qu'il faut dissiper correctement l'énergie de l'impact pour préserver essentiellement certains éléments vitaux de la voiture et à l'intérieur la personne. Oui, je veux dire que la même logique sera appliquée au dirigeable. Afin que la structure principale survive, certaines structures seront endommagées, mais elles absorberont l'énergie de l'impact. Tout ira bien, sans aucun doute. Ne considérez-vous pas la possibilité d'utiliser des MCI automobiles sur le dirigeable? Le Skyship de Roger Monk volait avec des moteurs de Porsche? Oui, nous envisageons cela, c'est une idée tout à fait viable. C'est certainement et absolument faisable et nous allons probablement fabriquer de petits drones, des conversions automobiles. En bref, nous envisageons des moteurs automobiles, y compris ceux de Subaru, de Toyota, de Porsche et autres marques renommées. Et il y a déjà des amateurs qui installent déjà des moteurs automobiles sur les mêmes autogires, les adaptent. Avec le dirigeable, c'est tout à fait une stratégie certainement viable pour les drones. Pour les appareils pilotés, certainement pas. Là où des personnes sont à bord, il y a des règles différentes. Le moteur doit être aéronautique, certifié, fiable, avec nombreuses exigences, mais avec l'aviation sans pilote, il y a actuellement des... Les récents changements législatifs sont très favorables, ce qui signifie que tout devrait bien se passer. Ces nouvelles lois apportent des perspectives positives. Super, il semble que mes questions soient arrivées à leur fin. Si rien de nouveau n'a été écrit, nous pouvons probablement conclure. Je vais juste faire une petite digression. Lors du dernier webinaire, j'ai promis d'offrir un sweat à capuche, notre produit dérivé de l'entreprise Solar Group. J'ai choisi cette personne
celle qui a vraiment participé à mon dernier webinaire et a posé le plus de questions. C'était Gleb Italien. Je vais certainement écrire en message privé et envoyer ce produit dérivé. Amis, nous vous encourageons et vous demandons également d'être actifs, d'écrire des commentaires, de mettre des likes, de partager ces vidéos que nous publions. Cela aide beaucoup au développement du projet. Vous le savez, alors n'hésitez pas, soyez actifs et écrivez des commentaires. Et bien sûr, nous organiserons encore d'autres activités pour soutenir votre morale et introduire un peu d'interactivité dans nos rencontres. Et nous réaliserons ensemble le projet. Avec votre aide, cela répondra à toutes les questions qui m'ont été envoyées. Ah, alors non, d'ailleurs, si nous avons encore quelques minutes, nous pouvons passer en revue. J'ai répondu en privé en fait, on m'a écrit « Oui, peut-être que cela intéressera encore quelqu'un d'obtenir une réponse à ces questions. Non, allons travailler. » Bien mes amis, merci à tous ceux qui ont participé à notre webinaire aujourd'hui et sincèrement à vous qui le regardez en replay. Vous avez regardé jusqu'à la fin, rejoignez-nous pour nos prochaines rencontres. Merci à tous. Tout le meilleur, à bientôt, au revoir.